Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Donc là, on se trouve ici au cœur de la réserve naturelle de Naryn, à la frontière entre la région de Naryn et la région d'Issyk-Kul. Et on est donc à la limite de la zone des hauts plateaux. Ah tiens, il y a un gypaète barbu qui nous survole à l'instant. Et donc là, on vient de vivre un grand moment naturaliste. Et en fait, au crépuscule, on a observé une ours avec un ourson qui se baladait dans les pâturages entre les falaises et les zones herbeuses. Par contre, au bout de 5 minutes qu'on observait l'ours, il y a un garde qui me dit Bastien, à côté de l'ours, il y a une panthère. Et bon, au début, je me suis dit que c'était une blague parce qu'ils aiment bien blaguer. Mais une fois que j'ai regardé dans la longue vue, j'avais effectivement les trois, la panthère, l'ours et l'ourson, qui étaient tous les trois dans le cercle de la longue vue ensemble. Et la panthère qui regardait les ours, qui les observait, allongés dans l'herbe. Et puis bon, même moi qui ai l'habitude d'observer des ours et des panthères, c'était bien la première fois que j'avais les deux réunis. Et c'était quand même un grand moment, on les a observés pendant environ 1 heure, je dirais. Surtout l'ours, la panthère c'était assez furtif. Et puis bon, comme d'habitude, dès qu'elle bouge plus, tu la perds. C'est uniquement quand elle se déplace que tu arrives à la localiser. Et voilà, donc c'était vraiment un moment fabuleux. Avec la lumière du soleil couchant là, qui éclairait toutes ces vallées totalement intactes où on voit absolument aucune trace d'activité humaine et où voilà, on voit que des glaciers, des crêtes, des vallons, des alpages à perte de vue. Et voilà, observer ça dans ces conditions-là, c'est franchement magnifique. Bastien est un naturaliste pluriel, à plusieurs casquettes. Ornithologue, grand connaisseur de la panthère des neiges, il est aussi berger. Amoureux de l'Asie centrale, il vit au Kyrgyzstan, où il guide aussi des voyages naturalistes à cheval pour l'agence Amarok Esprit Nature. Alors le loup, il connaît. Mais s'il se méfie du prédateur quand il mène les brebis dans les alpages, il n'en admire pas moins le canidé sauvage dans les montagnes kirghizes. Pour lui, le sauvage et le domestique ont tout autant leur place dans les montagnes, enfin presque. Voilà, là je suis arrivé dans ce qu'on appelle le wagon. En fait c'est un peu mon chez moi au Kyrgyzstan. Parce que bon, je loue un appartement à Bishkek, à la capitale, pour des questions pratiques. Mais sinon, quand j'ai un peu de temps libre, je me réfugie tout de suite au wagon. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que bon, déjà c'est très beau. On est en montagne avec des forêts d'épicéas autour, des petits ruisseaux. On voit les crêtes enneigées et les glaciers au loin. Il y a des sommets à 4800 mètres qui sont à 8 heures de marche à pied. Donc vraiment l'endroit est vraiment très très paradisiaque pour quelqu'un qui aime la nature. On va se faire un petit thé. Il faut jamais oublier le thé au Kyrgyzstan. C'est une des choses les plus importantes.
À la base, mon intérêt c'est pour le côté naturaliste. Ça a commencé, disons, plutôt par le côté animaux domestiques avec les chevaux. Parce que quand j'habitais dans le Nord, en face de la maison, il y avait une ferme qu'on voyait depuis la fenêtre et je passais beaucoup de temps à observer les chevaux dans les prés avec j'avais une petite longue vue à cette époque-là. Disons que moi, ce que j'aime bien dans les chevaux, c'est le sentiment de liberté. Quand tu les vois évoluer, en fait, ils ont besoin de grands espaces. Puis j'étais aussi intéressé beaucoup par les Indiens. Je passais mon temps à lire des trucs sur les Indiens qui se déplaçaient à cheval dans des grands espaces. Et bon, c'est pas totalement étranger au fait que j'ai atterri au Kyrgyzstan un jour. C'est pas les mêmes Indiens, mais il y a un petit air des fois. C'est vrai que de par mes parents, j'ai toujours été assez proche de la nature. Avec mon père, on faisait beaucoup de randonnées en montagne. Être dans une nature sauvage, ça m'a toujours plu et toujours fait du bien et je me suis toujours senti bien dans des espaces comme ça. Et du coup, ensuite, à mon adolescence, j'ai déménagé donc en Provence, dans le massif de la Sainte-Baume. Et donc, à 3/4 d'heure de la maison, il y avait un couple d'aigles de Bonelli qui nichait. Et en fait, c'est un rapace qui est toujours menacé, mais maintenant les populations sont un peu remontées. À l'époque, il restait plus que 25 couples dans toute la France. Donc il y avait un plan de restauration avec des associations qui s'occupaient de suivre, d'étudier les populations pour essayer de les préserver. Et donc là, je passais mes week-ends à observer les aigles pour suivre leur reproduction, pour voir où ils nichaient, comment ils nichaient, combien il y avait de jeunes à l'envol, etc. Et donc là, cette année-là, on ne savait pas où nicher le couple. Et donc, un matin, je m'étais positionné sur un secteur de falaise qu'on n'avait pas encore trop prospecté. J'ai vu un aigle de Bonelli arriver avec une branche. Et donc là, j'avais trouvé une nouvelle aire avec la preuve qu'il nichait là. Et quand il s'est posé, donc il y a la femelle qui est sortie du fond du nid, qui s'est envolée, et le mâle l'a remplacée. Et là, c'était la preuve qu'il y avait une couvaison en cours. Et donc maintenant ça c'est des choses que j'observe régulièrement pendant les expés, tout ça, qui sont pas banales mais presque. Mais là, comme c'était une des premières fois que j'observais ce comportement, la première fois que je trouvais une aire, après avoir passé pas mal de temps à la chercher, j'avais considéré ce jour-là comme le plus beau jour de ma vie à ce moment-là. Donc après, il y a eu plein de plus beaux jours de ma vie et plus tard, mais ce jour-là, je me rappelle que j'avais dit « Ah, c'est le plus beau jour de ma vie ». Et voilà, au final, c'était un jour qui était marquant. Et donc quand après j'ai commencé à travailler comme ornithologue à Espace Naturel de Provence, on avait en fait des charniers pour les vautours percnoptères qu'on alimentait dans la plaine de l'Accro et dans les Alpilles avec des brebis qui étaient récupérées chez les éleveurs, des brebis qui étaient mortes de mort naturelle ou autre chose. Et en faisant ça, du coup, j'ai un peu plus côtoyé des bergers, des éleveurs. Et puis, il y a une fois où il y en a un berger qui m'a dit qu'il cherchait un aide-berger pour l'été. Et donc là, j'ai saisi l'occasion pour découvrir d'un peu plus près ce métier qui me fascinait depuis toujours. Et puis aussi, il y avait à côté, comme j'étais passionné par les grands prédateurs, la nature, il y avait la question du loup qui est quand même centrale quand tu t'intéresses à la nature sauvage, aux relations entre l'homme et la nature. La question du loup, c'est vraiment la question qui focalise toutes les autres, quoi. Après, il y avait la montagne, le fait d'être en estive pendant 2 mois dans des espaces sauvages, ça m'attirait. Donc j'ai fait des estives dans le Mercantour, dans le Haut-Verdon, dans le Vercors et en Vanoise principalement. Et en fait, sur toutes les estives, la présence du loup était avérée.
Donc il y a eu des années où il n'y avait aucun souci en fait. Ça m'est arrivé d'observer même le loup sur la montagne et de ne pas avoir d'attaque du tout de tout l'été. Par contre, il y a eu des années où il y a eu des attaques, principalement dans le Haut-Verdon et dans le Vercors. À chaque fois, il y a eu environ 3 attaques par été, de 4 brebis en moyenne. Donc c'était à peu près dans ces eaux-là. Et surtout dans des montagnes qui étaient boisées, en fait. C'est quand même pas mal dans ces conditions-là. Donc ça dépendait des années, mais il y a eu des années avec des attaques, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu vécu les deux côtés, où il y a ce paradoxe où d'un côté, je suis passionné par la faune sauvage, les grands prédateurs, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à observer les loups, les prendre en photo, voilà. Et d'un autre côté, tous les moments où j'ai travaillé comme berger en montagne, il y a plusieurs fois où je me suis dit, oui, en fait, là, s'il y a un loup en face de moi, j'y tire dessus sans hésiter. Bon, j'avais pas de fusil, donc ça s'est jamais fait. Mais bon, je pense pas que j'aurais tiré vraiment, mais vraiment, j'avais un peu la haine et je m'étais dit, les loups, c'est super, mais ce serait bien qu'ils soient partout sauf sur ma montagne. Parce que souvent, c'est vrai que les gens s'imaginent une attaque de loup où c'est spectaculaire, t'as les loups qui arrivent. Mais en fait, la plupart du temps, une attaque, c'est juste tu rentres les brebis le soir au parc, et puis t'en vois une qui traîne à l'arrière du troupeau, tu te dis tiens, elle a quoi? Et là, t'en vois une deuxième, et puis tu vois qu'elle a un peu de rouge, de sang au niveau de la gorge, et tu l'attrapes et tu te dis ah bah tiens, elle s'est fait mordre à la gorge. Et le lendemain ou le soir même, tu recomptes le troupeau, et là tu t'aperçois qu'il en manque 10, 15 ou plus ou moins. Et en fait, c'est ça la plupart du temps une attaque. Et bon, après, le patou, ça limite les dégâts dans le sens où, au lieu d'avoir plusieurs brebis tuées, tu vas en avoir juste une ou deux. À partir du moment où il s'en rend compte, il va déranger le loup et ça va limiter les dégâts. Et donc la solution, c'est effectivement d'avoir des petits troupeaux, mais du coup, c'est beaucoup moins rentable pour les éleveurs d'embaucher un berger pour un petit troupeau. Et bon, effectivement, il y a les aides de l'Europe et tout qui font que c'est un peu plus possible. Mais bon, après, c'est le métier du berger, hein. On l'a oublié parce que ça faisait au moins 80 ans que le loup avait disparu de France. Mais la première fonction du berger, c'est de protéger le troupeau des loups. Moi, je pense que la cohabitation est possible, parce qu'à partir du moment où tu as des brebis et des loups dans un espace naturel relativement sauvage, forcément, tu vas avoir des interactions où voilà, c'est un prédateur et une proie domestiquée, mais c'est quand même sa proie typique, le mouflon dans la nature. Et moi, je suis pas totalement contre les prélèvements qui sont faits sur le loup. Je trouve que c'est un équilibre à trouver, et pour qu'il y ait des brebis et des loups dans la montagne, malheureusement, il y a des pertes un peu des deux côtés qui se font, et c'est à accepter en fait, c'est la nature aussi. Il n'y a pas de monde magique où les loups vont pas du tout s'attaquer aux brebis. Ouais, à la base, en fait, quand j'ai entendu parler du Kyrgyzstan, je connaissais pas trop, j'ai entendu parler dans un magazine. Et en fait, j'étais attiré à la fois par les steppes de Mongolie, avec la culture nomade, les chevaux, etc. À la fois par les montagnes de l'Himalaya, les grandes montagnes. Et puis, ça me fascinait aussi le côté un peu pays de l'Est. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ce pays, je me dis, ça a l'air vraiment très intéressant. Et quand j'y suis allé, effectivement, ça m'a tellement intéressé que j'y suis toujours. c'est ce qui réunit un peu toutes mes passions, en fait. Voilà. C'est des montagnes qui sont assez sèches globalement, et après c'est
très vaste, autant dans le sens horizontal que vertical. À la fois, on a des très grands plateaux, des grandes steppes à 3000 mètres d'altitude où on voit à perte de vue. Et à la fois, on a des murs verticaux, il y a plusieurs sommets à 7000 mètres. Donc c'est vraiment très grandiose, surtout dans le sens horizontal, c'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Et voilà, après, il y a la faune sauvage qui est quand même assez préservée, parce que les montagnes sont très grandes, donc il y a encore des panthères des neiges, des loups, des ours, des lynx, même s'ils sont très discrets. Hein. Il y a toute cette faune qui est encore présente. La première fois que je suis allé au Kyrgyzstan, j'ai passé pas mal de temps dans la réserve de Sarychat-Ertash. On s'enfonce dans la montagne où là on va traverser des forêts d'épicéas. On arrive sur la zone des hauts plateaux qui s'appelle les Sirtes en kirghize. Voilà, donc après on arrive au camp de base à l'entrée de la réserve et c'est le lendemain matin qu'on prend les chevaux et là on passe un col avec les chevaux qui est également à 3900 mètres d'altitude. Là on voit les premiers argalis, donc les mouflons de Marco Polo. Et on est vraiment dans l'habitat sauvage de la panthère des neiges, et des loups et des ours. Donc on ne voit plus d'êtres humains, il n'y a que les gardes qui patrouillent, mais à part des animaux sauvages, on croise personne dans cette réserve. Le symbole un peu de la nature sauvage kirghize, c'est quand même la panthère des neiges. Et voilà, et c'est vrai que je me rappelle avoir trouvé une crotte de panthère des neiges. Et du coup, je m'étais dit, voilà, c'est la raison de ma venue au Kyrgyzstan. Je voulais être à cet endroit-là, dans son habitat. Et bon, il n'y a qu'une crotte, mais je suis là où je voulais être, quoi. Ça a quand même été un déclic où je me suis dit, ouais, c'est pas la dernière fois que je reviens ici, quoi. Donc ensuite, j'ai eu des opportunités, notamment celle de travailler comme encadrant sur des expéditions en sciences participatives sur l'étude de la panthère des neiges. Et donc les sciences participatives, le principe, c'est que chaque personne puisse aider la science en fait, par des relevés de terrain ou par des observations qui sont mises en commun et permettre d'apporter des données. Donc ça se fait par 3 méthodes différentes. Donc il y a les relevés d'excréments pour faire des analyses génétiques, il y a le relevé des pièges photos, l'étude par piège photographique, et il y a aussi le relevé d'indices de présence, donc traces, grattages, etc. Donc c'est un travail qui nécessite quand même un minimum de conditions physiques parce qu'on est en montagne, il y a du dénivelé, etc. On fait des déplacements à cheval et on est logé en tente, enfin on est en tente. Donc c'est quand même des conditions assez rustiques, tout ça. Ça peut être un certain challenge parfois, mais disons que si on est prêt à relever ces challenges, c'est vraiment une expérience de vie un peu exceptionnelle. Voilà, donc en fait, entre 2006 et 2014, j'ai quand même passé pas mal de temps dans l'habitat de la panthère des neiges sans jamais en voir, alors que j'ai observé des loups à plusieurs reprises, des ours, et bon, j'ai jamais observé de panthère des neiges. C'est vrai qu'elle a une tenue de camouflage parfaite. Déjà, c'est un chat, donc elle passe 90% de sa journée à dormir. Ça fait un peu moins mythique, mais c'est la raison principale pour laquelle on la voit pas. Elle dort les 3/4 de la journée. Donc voilà, il y a déjà son rythme de vie qui est pas forcément le même que le nôtre. Et sa façon de se déplacer aussi. C'est pas comme un loup qui va partir en courant ou qui est tout de suite visible dans le paysage. Elle a une façon un peu rampante de se déplacer qui fait que même quand elle bouge, des fois on la voit pas. Et si elle bouge pas, alors là c'est quasiment impossible à observer. Tant que t'as pas eu plusieurs observations, en fait, tu sais pas vraiment quoi chercher. Et je pense que j'ai dû passer des dizaines de fois dessus en balayant aux jumelles sans m'y arrêter en fait. Et là ces dernières années j'en vois régulièrement parce que j'ai pris l'habitude un peu de quoi chercher. C'est un fantôme mais
quand on s'y accroche, on arrive quand même à finir par l'observer. Et c'est vrai que par exemple, il y a une fois, l'hiver, c'était en février, on est arrivé le soir à l'endroit où on avait monté les yourtes, on a dormi la première nuit, et en fait le matin, en observant à l'aube, au bout d'une demi-heure que je balayais les crêtes, je l'ai vu vraiment comme un sphinx sur son rocher qui surplombait le paysage. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'elle était venue pour nous, quoi. Elle était pile en face du point d'observation. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est des observations que des fois, en 10 jours, où on la cherche matin et soir, on n'a pas une observation comme ça. Et là, elle était devant nous, et je me suis dit, ouais, j'ai l'impression qu'elle vient nous récompenser de nos efforts d'avoir monté des yourtes en plein hiver par -20 pour essayer de l'observer. Et après, pendant le reste de l'expédition, on l'a observé à nouveau 2 fois. Il y a eu une nuit où elle est passée à proximité des yourtes. Le matin, on a trouvé des traces fraîches. Et c'est vrai que pour moi, c'était le séjour, mais il m'a vraiment marqué. Il y a beaucoup d'adrénaline qui arrive d'un coup, parce que on l'a cherché des fois pendant plusieurs jours, avec chaque jour 4 heures, 5 heures, 6 heures. Souvent, on fait des observations de 3 heures le matin, 3 heures le soir. Ouais, ça fait en moyenne 5-6 heures d'observation avec les jumelles et la longue vue en permanence. Et après, l'observation, c'est sûr que c'est un grand moment, mais c'est surtout la recherche et partager son habitat qui est passionnant. Le loup, c'est un prédateur qu'on voit aussi relativement régulièrement au Kyrgyzstan, parce qu'il y a la chance que les espaces soient assez ouverts, avec peu de forêt. Bon, en général, il est assez farouche, parce qu'à part dans les réserves naturelles, il est quand même chassé. Donc, il est très craintif dès qu'il y a l'odeur de l'homme. Voilà, dès qu'il te voit, il prend ses distances. Mais on arrive quand même à l'observer plus régulièrement que la panthère, en tout cas. Et je me souviens notamment d'une observation que j'avais fait dans les vallées au sud du lac Issyk-Kul. Et donc je me déplaçais avec le cheval, et j'avais mon chien aussi, mon chien de berger que j'avais ramené de France. Et donc mon chien avait l'habitude de toujours partir 50 mètres devant, revenir, partir 50 mètres devant, revenir, etc. Et au bout d'un moment, il est revenu avec un loup à côté de lui. Donc il y avait mon chien plus ce loup qui était assez jeune apparemment. Il avait un gabarit assez petit, il devait avoir 1 an et demi ou quelque chose comme ça. Et donc là, je les vois tous les deux qui reviennent vers moi en trottinant le long du chemin, jusqu'au moment où le loup relève la tête et s'aperçoit que j'étais dans sa direction, juste devant. Et du coup là, il est parti en courant. Mais pendant 10-15 secondes, j'ai eu le temps de les observer tous les deux, où on avait l'impression de voir 2 jeunes chiens qui venaient de se rencontrer et qui se reniflaient, qui se disaient bon, on fait quoi, on joue ensemble ou qu'est-ce qu'on fait? Et donc voilà, il revenait vers moi parce que mon chien revenait vers moi, donc le loup a suivi. Et voilà, donc après j'avais prévu de camper dans ce coin-là, et du coup le loup je l'ai revu plusieurs fois parce qu'en fait il avait trouvé une carcasse de bouquetin qui était recouverte par une avalanche qui avait eu lieu pendant l'hiver, et il attendait que la neige fonde pour pouvoir accéder au bouquetin, et donc on voyait qu'il avait déjà passé plusieurs jours avec les traces et les excréments autour de cette carcasse, et il y revenait régulièrement au fur et à mesure que c'était accessible. Du coup je l'ai revu plusieurs fois après les jours qui ont suivi.
du coup, le loup au Kyrgyzstan, ses proies principales, c'est le mouflon de Marco Polo, qu'on appelle également argali, et puis dans une moindre mesure, le bouquetin de Sibérie. Après, l'été, il mange beaucoup de marmottes aussi. Et donc, en général, les meutes sont assez importantes pour pouvoir chasser des proies de la taille d'un mouflon qui est quand même assez imposant. Donc voilà, c'est assez commun de voir des traces, surtout en hiver, avec des meutes de 12, 15 individus ensemble. Concernant les loups, il m'est arrivé un truc que je pense pas forcément vivre beaucoup de fois dans ma vie. En fait, j'avais 2 semaines de libre quand j'étais au Kyrgyzstan, là, entre les expéditions. Et du coup, j'avais prévu de faire un affût sur une crête. C'est une crête à 4000 mètres d'altitude, très rocailleuse, qui se situe également dans la réserve de Sarichat-Ertash. Et donc je voulais faire un affût là-haut pour essayer d'observer la panthère en étant à l'affût. Donc j'avais pris de la nourriture pour 10 jours. Et donc j'avais pris un cheval pour amener tout ça sur la crête. Et donc voilà, j'ai passé au début 3 jours dans cet affût. J'ai vu pas l'ombre d'une panthère. J'ai vu quelques bouquetins, des tétraogales de l'Himalaya, des roselins tachetés, grands roselins tachetés, qui venaient chanter vraiment presque sur mon appareil photo à 50 cm de mon affût. Par contre, tous les jours, depuis 3 jours, j'observais une meute de loups en fait qui passait dans le vallon en contrebas, qui était un vallon très herbeux, avec pas mal de mouflons. En fait, la première fois, j'ai vu à la longue vue, en balayant le vallon à la longue vue, je suis tombé dessus, et il y avait 5 individus qui descendaient, et en fait, on voyait qu'ils étaient en action de chasse, parce qu'ils s'arrêtaient régulièrement, ils fixaient vraiment tous dans la même direction. Donc ils trottinaient, ils s'arrêtaient, ils observaient, ils trottinaient, etc. Mais ils étaient tendus, quoi, ils n'étaient pas en déplacement classique. Et après, je les observais régulièrement, qui passaient dans le vallon, au petit trot, tout seul, ou des fois plusieurs. Et donc, une fois, je suis descendu, donc déplacer mon cheval de place pour qu'il ait suffisamment d'herbe. Il était attaché à une longue corde de 15 mètres à peu près. Et en déplaçant mon cheval, j'ai vu un louveteau qui était déjà assez grand, hein, il avait déjà quelques mois. Je vois un louveteau devant un trou. Sur le moment, j'ai pensé que c'était un trou de marmotte, mais en regardant un peu mieux aux jumelles, j'ai compris que c'était leur tanière en fait. Et donc du coup, à partir de là, j'ai décidé de déplacer mon affût un peu plus bas dans la vallée, sans être en vue de la tanière, pour pas déranger les louveteaux. Et à partir de là, j'ai observé la famille de loups pendant tous les jours qui ont suivi, donc quasiment une semaine. Et donc je voyais les différents individus qui me passaient régulièrement à côté. Et les louveteaux, je les observais aussi parce qu'ils étaient déjà au site de rendez-vous. Donc ils faisaient les allers-retours entre le site de rendez-vous et la tanière. Des fois, il y en avait 2 d'un côté, 3 de l'autre. Il y en avait 5 en tout. Et donc du coup, il y en a même une fois un loup qui est passé à 30 mètres de mon cheval, qui n'a pas vu le loup. Et donc il broutait tranquillement, et le loup a trottiné à côté est passé en trottinant sans se faire voir du cheval, mais les deux s'ignoraient totalement, ils s'intéressaient absolument pas l'un à l'autre. Et donc voilà, moi j'ai passé donc la semaine suivante dans mon affût, et je les observais quasiment tous les jours. Jusqu'au dernier jour, où du coup au moment de quitter l'affût, j'ai vu qu'il y avait 3 louveteaux qui faisaient la sieste à grande distance de mon affût. Ils étaient dans l'herbe haute. Et du coup je me suis dit tiens, je vais les approcher un petit peu discrètement, parce qu'il y avait du vent de face, pas très loin de l'endroit où ils faisaient la sieste, il y avait 2 rochers. Et au bout de 3 heures que j'étais installé, camouflé dans mon affût, enfin derrière mon filet de camouflage, je me suis aperçu qu'il y a un loup qui m'observait. Les 3 autres étaient toujours couchés dans l'herbe. Et donc du coup là j'ai tourné très légèrement mon appareil photo, doucement pour essayer de le prendre en photo.
Et là, il a trouvé ça bizarre et il s'est mis à hurler pour prévenir les autres qu'il y avait quelque chose qui... Il ne m'avait pas identifié en tant que forme humaine parce que j'étais à plat ventre avec contre le rocher, avec du camouflage. Mais bon, l'appareil photo qui bougeait, ça l'a un peu intrigué. Et là, les autres n'avaient pas du tout envie de bouger. En fait, ils étaient en pleine sieste au soleil. Et il y en a 2 qui ont juste bougé une oreille et ils se sont recouchés. Et le troisième, il s'est levé, il a fait 3 mètres et il s'est à nouveau recouché. Et donc l'autre qui avait passé l'alerte s'est dit « Merde, personne m'écoute ». Et là, j'ai vu les 2 autres louveteaux qui étaient à la tanière venir en direction du groupe qui faisait la sieste. Et ils trottinaient doucement, en venant un peu nonchalamment en direction du groupe. Et là, à ce moment-là, il y a eu un orage de grêle en fait. Et il y a la grêle qui a commencé à tomber assez fort. Donc il y avait une visibilité de 30-40 mètres, on ne voyait plus grand-chose. Et là, la dernière chose que j'ai vue, c'est les 2 louveteaux qui venaient vers moi, qui ont fait demi-tour en direction de la tanière et ils sont rentrés que baissés entre les jambes, poursuivis par la grêle jusqu'à la tanière. Donc voilà, l'observation s'est terminée là. Mais disons que ça a été vraiment pendant quasiment 10 jours, un moment de vraiment où je voyais la famille de loups évoluer en permanence et faire leur vie devant moi. Et c'était vraiment un moment exceptionnel que j'ai vécu avec eux, quoi. Quand tu vois le regard d'un loup, il y a un petit côté où on voit un chien aussi. Et du coup, moi, je trouve fascinant ce côté très familier. Et puis, quand même, le côté où, c'est un loup, c'est un animal sauvage et qui vit indépendamment de l'homme. Et puis, il y a le côté aussi où, ça reste quand même l'animal qui fascine le plus l'homme, je pense. D'une part, parce qu'on a la même niche écologique. L'homme préhistorique, il avait un peu la même niche écologique que le loup, donc il se côtoyait régulièrement. Quand il y avait une carcasse, il devait se voir régulièrement. C'était pas un animal qu'il voyait jamais et qui était mythique, c'était un animal qui côtoyait. Et c'est vrai que là, de les avoir pendant 10 jours, j'ai un peu imaginé ça en fait. Je me suis dit, en fait, avant l'invention des armes à feu, les hommes préhistoriques, ils devaient voir les loups un peu comme je les vois là en étant dans mon affût. En fait, surtout en 2006, quand je suis arrivé, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays qui était vraiment pas intact, mais qui était très peu touché par les dégradations de l'homme, quoi. Il y avait des montagnes vierges à perte de vue. Et là, ça fait quasiment 20 ans que j'évolue dans ce pays, et je me dis... et ces dernières années, j'ai quand même vu des changements assez importants, avec des mines qui s'ouvrent un peu dans tous les sens, des stations de ski... des réserves naturelles où les frontières sont pas forcément respectées. S'il y a un intérêt économique d'un côté, tout de suite on modifie la frontière de la réserve. Et du coup, c'est vrai que ça me laisse pas mal d'inquiétude à me dire comment ça va être à l'avenir. Mais bon, voilà. En tout cas, on va essayer que, en étant là-bas et en faisant des expés comme ça, j'espère un peu aussi aider à ce que la nature soit prise en compte dans le développement du pays et que le tourisme, ça fait partie de ce qui permet de la prendre en compte, quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment important pour l'humanité de préserver des poches de nature sauvage comme ça qui nous permettent de se ressourcer pour mieux avancer, quoi. J'adore être dans la nature tout seul, mais j'aime autant partager. Et comme on est en expédition, dans des coins isolés, c'est vrai que quand je vois les gens qui me disent finalement on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux, on a un feu de bois, on a de la bonne compagnie, et puis on est dans des grands espaces, finalement on a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que moi c'est ce genre de choses aussi que j'aime bien transmettre au-delà de l'observation animalière, juste le fait de la simplicité
Et voilà, c'est ça que j'aime bien. Bastien mène son existence à l'affût, en quête de l'animal sauvage. Il a trouvé son équilibre à cheval dans les grands espaces d'Asie centrale, à mener des études participatives sur les grands carnivores. Mais le loup des steppes, non domestique et libre, reste son plus beau souvenir d'observation, en immersion solitaire dans la nature. Merci sincèrement à Bastien Schex pour son récit et ses enregistrements de terrain. Nos remerciements aussi à Stanislas Wroza pour l'accès à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle et Bertrand Carrier de l'agence Amarok Esprit Nature pour le parrainage du podcast. Cet épisode est enregistré et réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles et la musique Audio Network. Une production La Belle Échappée.